وي شاف عندك تقولوا لي المقص عندك والله تقولوا لي والله قلت له قصد بعد صوت النص. Donc, l'hyperprolactinémie, donc découverte fortuitement ou lors d'un diagnostic étiologique d'une endocrinopathie associée ou non à une aménorrhée, une galactorrhée ou autre, donc qui va être traitée par Dr Tazi, un grand ami de l'ADN et des autres associations. C'est un médecin du secteur privé qui maîtrise bien la diabétologie jusqu'à la pompe à insuline, maîtrise bien la nutrition et l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'il prend bien son temps à expliquer aux malades et voilà, et aussi il traite bien les maladies endocriniennes. Donc je passe la parole au docteur Tazi. Merci. Merci. Mes chers amis, bonsoir. Allez, réveillez-vous. Alors, vous allez vraiment m'excuser parce que là aujourd'hui on va sortir un petit peu du diabète, je sais que c'est l'ADN. On m'a confié cette mission de vous parler des hyperprolactinémies. Je ne peux pas aller vite, je suis désolé, mes demi-heures vous allez me les donner parce que j'ai des messages à passer concernant l'hyperprolactinémie. Oui, ce qui va vite, c'est une situation qui est fréquente, l'hyperprolactinémie. Ce que vous voyez le plus au cabinet, c'est bien sûr les patients qui consultent pour une aménorrhée secondaire. Sachez que dans 20 à 25% des cas, vous allez vous retrouver avec une hyperprolactinémie. Vous allez me dire, pourquoi vous me parlez du poids moléculaire? C'est important de savoir que la prolactine, cette hormone polypeptidique, qui est un assemblage d'acides aminés, a un poids moléculaire qui est très important, qui est de 23 kDa. Vous allez savoir pourquoi tout à l'heure. Deuxième point, une hypophyse saine, c'est ça. Une hypophyse saine, si on la schématise, les côtés de l'hypophyse sécrètent de l'hormone de croissance. Le milieu de l'hypophyse sécrète de l'ACTH. Le bas de l'hypophyse sécrète de la TSH. Le tube neural, là où vient s'implanter la tige pituitaire, c'est là où sont sécrétées la FSH et la LH. Vous allez me dire, mais où est la prolactine là-dedans? C'est très important, c'est mon message numéro 1. La prolactine, les cellules lactotropes sont mélangées avec les cellules somatotropes, sont mélangées avec les cellules qui sécrètent la GH. Donc, message numéro 1, quand vous avez un microadénome hypophysaire latéralisé à droite ou à gauche, la seule peur que vous devrez avoir, c'est que ça soit un adénome mixte, c'est-à-dire un adénome qui sécrète et de la GH et de la prolactine. Là, la prise en charge est différente. On en parlera tout à l'heure. Deuxième point très important, quand vous avez une IRM, osez la voir. Il faut la voir et la prendre et essayer de l'interpréter. Il y a des points importants qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater les deux sinus caverneux. Pourquoi? Parce que si vous avez bien sûr, une tumeur hypophysaire, un adénome hypophysaire qui prend le sinus caverneux, donnez-moi ce chirurgien qui va aller enlever, gratter tout cet adénome. C'est un peu délicat. Il y a quelques-uns aujourd'hui, il y a certains professeurs, il y a bien sûr le professeur Gaillard qui, en plus de la voie transsphénoïdale ou rhinocéptale, il fait une nouvelle voie qu'on appelle la voie transorbitaire pour aller enlever un petit peu de ce sinus, bien sûr du tissu de l'adénome qui est au niveau du sinus caverneux. Là passe la carotide interne. Ça, c'est très important. Il faut localiser le chiasma optique, la tige pituitaire, votre hypophyse et... C'est bon, ils sont réveillés. Alors, et bien sûr, le sinus sphénoïdal. Donc ça, c'est des messages importants à rechercher dans une IRM hypophysaire. Deuxième point, mon deuxième message. Et là, vous allez comprendre la thérapeutique. Pourquoi on utilise certains médicaments. Vous savez, l'hypothalamus sécrète en permanence de la dopamine. Cette dopamine hypothalamique inhibe en permanence la sécrétion de prolactine. Message numéro 1, il y a un système inhibiteur qui prédomine. C'est-à-dire que la dopamine hypothalamique inhibe en permanence la sécrétion de prolactine.
L'industrie pharmaceutique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va développer des médicaments, des agonistes dopaminergiques, des médicaments qui vont jouer le rôle de cette dopamine pour inhiber cette sécrétion de prolactine quand il y a un adénome hypophysaire à prolactine. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi, il faut qu'il y ait un équilibre. On inhibe en permanence. Il y a aussi des points qui stimulent. La TRH hypophysaire stimule la sécrétion de prolactine. Les œstrogènes qui proviennent des ovaires stimulent la prolactine. Vous comprenez quand je dis, quand il y a une hyperoestrogénie relative, quand vous avez un syndrome d'SOPK, vous avez une hyperoestrogénie relative, c'est normal qu'il y ait une hyperprolactinémie, mais qui est modérée. On va la voir tout à l'heure. Aussi, un dernier point, la prolactine quand elle va augmenter, elle va s'inhiber elle-même. C'est comme toutes les hormones. Donc il y a le fameux rétrocontrôle négatif de la prolactine sur elle-même et aussi de la pulsatilité de la GnRH. Donc ça, c'est très important parce que c'est de là on va comprendre les causes de l'hyperprolactinémie. Alors, donc ça c'est juste un résumé, je le passe. Cette prolactine, à quoi elle sert? Je retenais 2 points. Retenez, chez la femme, c'est le développement mammaire et la lactation. Et retenez aussi, chez l'homme, c'est la stéroïdogenèse et aussi la régulation du métabolisme énergétique du spermatozoïde. Donc c'est ce qu'il faut retenir, cette plaque, vous l'aurez, toutes les communications sont chez ADN. Donc ça c'est pour gagner du temps. Tout à l'heure j'ai insisté sur le poids moléculaire. Sachez que toutes nos hypophyses à nous tous sécrètent 3 types de prolactine. Une prolactine qu'on appelle la forme monomérique. C'est une prolactine biologiquement active. Il n'y a que elle qui est biologiquement active. Notre hypophyse en fabrique plus de 70%. Il y a un deuxième type de prolactine qu'on appelle la big prolactine. Elle est un peu plus grosse, un poids moléculaire plus gros, mais elle n'est pas biologiquement active. Et enfin, on a une big prolactine, c'est moins de 10%. Tous nos hypophyses la fabriquent, mais moins de 10%. Donc, on a 3 types de prolactine, la little, la mono ou la prolactine biologiquement active. Nos hypophyses en fabriquent plus de 70%, la big, moins de 20%, la big, moins de 10%. Retenez ça, c'est important. Après, maintenant, à quel moment vous allez demander le dosage de prolactine? Vous allez le demander chez la femme avant la ménopause, quand il y a des troubles du cycle. Une aménorrhée, une spanioménorrhée, une oligospagnoménorrhée. Donc vous avez un trouble du cycle, vous allez demander une prolactine. Vous avez une galactorrhée, des signes de carence œstrogénique, une baisse de libido, une sécheresse de la muqueuse, etc. Mais après la ménopause, il n'y a pratiquement pas de signes. Chez l'homme, vous allez demander aussi la prolactine quand vous avez une baisse de la libido ou des troubles de l'érection. Bien sûr devant une gynécomastie, plus rarement devant une galactorrhée, parce que c'est rare qu'on arrive à la galactorrhée chez l'homme. Mais ça existe. On va demander ce dosage de prolactine quand vous avez ce qu'on appelle un syndrome tumoral hypophysaire. C'est-à-dire vous avez des céphalées frontales, non pulsatiles. Là, attention, peut-être qu'il y a un processus antérieur, souvent c'est au niveau de l'hypophyse. Donc là, on va dire, il y a quelque chose, on va demander ce dosage. Et pas de corrélation entre l'intensité de la douleur et la taille de la tumeur. Ce n'est pas parce que la tumeur va être très grosse qu'elle va faire plus mal. Non, il n'y a pas de corrélation entre les deux. On va aussi demander, bien sûr, un dosage de prolactine quand vous avez des troubles visuels. Et ça, c'est les ophtalmos. Quand ils sont confrontés à une atteinte du champ visuel, une quadranopsie ou une hémianopsie, bien sûr, là, c'est un diagnostic tardif d'un macroadénome qui écrase déjà le chiasma optique. C'est pour ça qu'il y a une atteinte du champ visuel. Donc ça, on va demander le dosage de prolactine dans ces situations. Alors aussi, vous avez quelqu'un qui a déjà un adénome, vous le savez, dans le cadre du suivi, que ce soit un micro ou un macro, vous allez demander un dosage de prolactine. Il y a certains cas où vous avez une prolactine légèrement élevée. C'est ce qu'on appelle les hyperprolactinémies de déconnexion. Je vais vous expliquer, ça c'est facile. Quand vous avez un macroadénome hypophysaire, vous demandez la prolactine, vous la trouvez à 60-70. Un macroadénome hypophysaire à prolactine ne va pas fabriquer 70 ou 100. Il va fabriquer plus de 500 de prolactine. Attention, il ne faut pas dire c'est un adénome à prolactine. Attention,
Là, vous avez un macroadénome. Ce macroadénome va appuyer sur la tige. Quand on appuie sur la tige, on va enlever cette dopamine qui passe de l'hypothalamus à l'hypophyse. Donc on va enlever cette inhibition. Quand on enlève une inhibition, vous avez la prolactine qui monte jusqu'à 60, 70, 80, mais pas 500, 600, 1000. Attention, ça c'est ce qu'on appelle des hyperprolactinémies de déconnexion. Ce n'est pas une prise en charge médicamenteuse, c'est chirurgical. Donc ça c'est très important à passer. Devant une hyperprolactinémie, les diagnostics, les premiers, les plus évidents, grossesse, allaitement. Deuxièmement, les médicaments. Il en a parlé tout à l'heure, le professeur Harbouch, c'est bien sûr tout ce qui est origine médicamenteuse. Troisièmement, il faut éliminer une cause évidente, telle que les hypothyroïdies, entraînent bien sûr une élévation de la prolactine, une insuffisance rénale. C'est après, quand vous avez éliminé les causes évidentes, là vous allez dire c'est peut-être un adénome hypophysaire, là vous allez demander une IRM hypophysaire. Aussi, bien sûr, dans certains cas particuliers de la macroprolactinémie, je vais en parler tout à l'heure, mais rapidement, ou bien dans les syndromes, dans les SOPK, vous allez trouver une hyperprolactinémie, mais qui est modérée, c'est un diagnostic d'élimination. Les médicaments, vous avez toute une liste. Vous tapez sur Internet, Google, vous avez toute une liste de médicaments. Attention aux neuroleptiques, aux antidépresseurs, certains antihypertenseurs, certaines drogues, certains antiémétiques. Donc, il faut éliminer la grossesse, l'allaitement, la cause médicamenteuse, l'hypothyroïdie, les causes évidentes. Et après, vous allez dire, il n'y a pas tout ça. Ah, c'est peut-être un adénome hypophysaire. Vous allez demander, bien sûr, une IRM hypophysaire. Vous allez tomber soit sur un micro, soit sur un macro. Mais attention, attention, attention aux adénomes mixtes. Et quand c'est mixte, c'est fréquemment des adénomes qui sécrètent et de la prolactine et de la GH. Tout à l'heure, les hyperprolactinémies de déconnexion, je l'ai expliqué tout à l'heure. Ce n'est pas des adénomes à prolactine. C'est d'autres adénomes, des gonadotropes, des non-sécrétants. Il y a des adénomes qui sécrètent de la sous-unité alpha, donc, ou bien des craniopharyngiums. Donc c'est autre chose qu'un adénome à prolactine, parce que là, la prise en charge est complètement différente. Là, vous avez un micro-adénome latéralisé, là, vous avez un macro-adénome hypophysaire. Regardez, le taux de prolactine n'est pas identique. On ne peut pas avoir un macro-adénome hypophysaire comme ça, avec une prolactine à 100. C'est impossible. Attention, ça c'est une hyperprolactinémie de déconnexion. Il faut chercher autre chose. Ce n'est pas un adénome à prolactine. Sa prise en charge là, elle est chirurgicale. Après, bien sûr, donc j'ai dit l'hyperprolactinémie de déconnexion, je passe tout ça. Il y a certains cas particuliers où vous ne trouvez rien. Vous n'avez rien trouvé. Vous allez dire, attention, j'ai une hyperprolactinémie, mais j'ai un cycle régulier. On ne peut pas avoir un adénome hypophysaire à prolactine sans trouble des règles. On ne peut pas. Donc, vous avez un cycle régulier et vous avez une hyperprolactinémie. Vous avez des troubles du cycle, mais expliqués par autre chose. Vous avez une prolactine, une hyperprolactinémie, vous ne trouvez rien, etc. Là, attention, peut-être l'hypophyse de cette personne sécrète un autre type de prolactine. Peut-être il sécrète de la big prolactine en excès, peut-être de la big et de la big en excès, peut-être que de la big. Je vous donne un exemple. Un exemple, cette patiente, par exemple, elle a une prolactine à 73. C'est une prolactine élevée. On a fait une enquête étiologique, on n'a rien trouvé. Là, on a dit, ah, c'est peut-être une macroprolactinémie. Quand on cherche une macroprolactinémie, on va faire cette chromatographie et on va trouver que l'hypophyse de cette femme sécrète de la monomérique, la biologiquement active, que 27% de ces 73. Donc le reste, c'est de la big qui n'a pas d'effet, qu'on ne traite pas, c'est pas grave, on laisse cette prolactine. D'accord? Ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle les macroprolactinémies. Après, vous avez le syndrome SOPK, je l'ai expliqué tout à l'heure, par l'hyperostrogénie relative, ça va entraîner une élévation de la prolactine, mais ce n'est pas des prolactines qui dépassent 100, hein, ce n'est pas des prolactines à 200, attention. Un autre message, très important, quand vous avez une jeune femme en pleine activité, bien sûr de procréer, d'avoir des enfants, attention, si vous trouvez une hyperprolactinémie, c'est de votre devoir, même si vous avez trouvé un SOPK,
de demander une IRM hypophysaire pour ne pas passer à côté d'un micro, voire aujourd'hui on parle de picoadénome hypophysaire à prolactine. Donc attention, dans le SOPK c'est un diagnostic d'élimination. Donc ça c'est très important. Alors ça je le passe rapidement, il y a des messages, on ne fait plus de tests au TRH, tout ça, ça on ne fait plus. La technique de dosage, le jeûne il est inutile parce qu'avant, comment on faisait? Moi, quand j'étais à Toulouse, quand je faisais ma formation, on demandait ce qu'on appelait des poules prolactines. On laissait le patient à 10 heures, allongé pendant une demi-heure, on lui mettait un cathéter, on attendait une demi-heure, on prélevait 2 prolactines à une demi-heure d'intervalle, on faisait leur moyen, c'est ce qu'on appelle le pool prolactine. Aujourd'hui, avec le développement des techniques, on ne fait plus ça. Il est inutile d'être à jeun à n'importe quel moment du cycle. Il est inutile de faire le cathéter, il faut juste laisser le patient ou la patiente se reposer un petit peu. Il est nécessaire de refaire le dosage de prolactine dans un autre laboratoire. Dans un autre laboratoire, donc je ne suis pas rentré dans les détails, quand vous avez des taux de prolactine inférieurs à 5 fois la normale. Donc, le traitement aujourd'hui des prolactinums, il est médicamenteux. Il est médicamenteux. C'est soit la cabergoline, soit la bromocriptine, ça on ne l'a pas au Maroc. Donc ces médicaments peuvent avoir, bien sûr, des effets indésirables qui sont minimes. On va en parler tout à l'heure. C'est des médicaments qui ont un effet antitumoral. À quel moment on va opter pour une chirurgie? Quand il y a une résistance au traitement médical, quand il y a une vraie intolérance et quand il y a une sécrétion mixte. Attention, ne traitez pas un microadénome hypophysaire alors qui est HGH et prolactine. Là, quand c'est autre chose, le traitement est uniquement chirurgical. Bon, ça c'est très important. On ne traite médicalement que les adénomes à prolactine pure. Donc là, le traitement est médicamenteux. Les médicaments qu'on utilise, la bromocriptine, la cabergoline. La cabergoline, c'est une prise hebdomadaire. Ça a démontré un effet antitumoral. Ça fait carrément supprimer l'adénome et on va en parler tout à l'heure. Bien sûr, il y a eu des effets indésirables, hein, sont de l'ordre digestif, mais ils sont minimes. Plus vous commencez le traitement progressivement, plus vous avez moins d'effets indésirables. Il y a eu, c'est vrai, certains papiers qui parlaient de fuite valvulaire et bien sûr, il fallait faire une échographie cardiaque. Ça a été observé chez les gens qui ont été traités par des agonistes dopaminergiques dans le cadre de maladies de Parkinson. Donc là, on a vu ces manifestations cardiaques. Mais dans le traitement classique, on n'observe pas ça. Alors, donc, pour avancer, avant de traiter, on doit vérifier si ce n'est pas mixte. Pratiquez un champ visuel quand vous avez des macroadénomes, c'est-à-dire un adénome qui comprime le chiasma. Il faut faire le champ visuel pour le réévaluer après, voir est-ce que le patient a gagné en champ visuel. Ne pas autoriser immédiatement une grossesse. On débute le traitement progressivement. Attention, on donne la cabergoline à 0,5 mg une fois par semaine, le soir, avec un repas, au milieu d'un repas, parce que c'est un médicament qui peut donner une hypotension, qui peut donner une hypoglycémie, donc on le donne une fois par semaine, le soir, à petite dose. On réévalue au bout de 4 semaines. Si ma prolactine s'est normalisée, je maintiens mon 0,5 mg. Si ma prolactine n'est pas dans mon objectif, je passe à 2 comprimés par semaine. Dans l'immense majorité des cas, on ne dépasse pas les 2 comprimés par semaine. C'est vrai qu'on peut aller jusqu'à 4,5, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On est beaucoup plus dans des doses de 0,5 à 1 mg par semaine, bien sûr, dans le traitement. Est-ce qu'il faut, comment surveiller? Quand vous avez un microadénome, uniquement par un dosage de prolactine. Il est inutile de faire IRM tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les ans. Ça y est, vous avez un microadénome, vous avez démarré le traitement, vous allez surveiller votre prolactine. Par contre, quand vous avez un macroadénome, il faut contrôler l'IRM pour voir l'effet antitumoral. Bien sûr, on arrête le médicament en cas de grossesse. Je fais juste une diapo concernant les patients naïfs qui n'ont jamais reçu de traitement pour un adénome à prolactine. Regardez l'effet antitumoral. Ça fait carrément disparaître l'adénome. Même chez les gens qui ont déjà été traités par d'autres molécules ou les résistants à d'autres molécules, on observe avec la cabergoline, c'est aujourd'hui celle qui est utilisée dans le monde entier, on observe un effet antitumoral.
Donc ça, je le passe rapidement parce que je l'ai dit dans mes diapos pour avancer vite. Et attention, la cabergoline devait être utilisée en première intention dans les traitements des, bien sûr, prolactinums. Regardez, ça c'est une étude qui vous démontre qu'en quoi on fait carrément disparaître un adénome après 12 mois, après 3 ans de traitement par ces médicaments. Maintenant, on peut utiliser aussi la cabergoline dans d'autres situations. Vous avez une femme qui accouche et qui ne peut pas allaiter son enfant. On veut lui arrêter la lactation immédiatement. Elle va prendre 2 comprimés de 0,5 en une prise. Attention, toujours le soir, au milieu d'un repas, pour éviter et l'effet hypotenseur et l'effet hypoglycémiant. On peut aussi l'utiliser si une femme, après 3 mois, elle veut arrêter son allaitement. On peut le donner en un demi-comprimé toutes les 12 heures pendant 2 jours. Donc ça, c'est l'utilisation de la cabergoline en pratique courante. Donc ça, je le passe parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Quand vous avez une hyperprolactinémie, il y a un médicament. Attention, ne traitez pas par la cabergoline. Attention, il y a un risque de danger. On ne traite pas. Quand vous allez traiter, changer la molécule ou traiter la cause. Quand vous avez une macroprolactinémie, pas de médicament. Quand vous avez une hypothyroïdie, traitez l'hypothyroïdie et votre prolactine va se normaliser. Il ne faut surtout pas donner de cabergoline. La cabergoline, c'est pour les adénomes à prolactine et pour la lactation. Donc ça, c'est des messages très importants qu'il fallait que je passe. Quand il y a un désir de grossesse, je remercie mon maître, c'est le professeur Philippe Caron, c'est lui qui a édité ces schémas. Quand vous avez un microprolactinum, donc il n'y a pas de crainte, la femme peut tomber enceinte et elle peut allaiter. Il faut bien sûr arrêter le médicament, il faut arrêter le Dosinex. Il y a une surveillance qui est essentiellement clinique. Quand vous avez une femme, sur le plan clinique, il n'y a rien de particulier, elle va poursuivre sa grossesse, allaiter son enfant. Une fois qu'on a arrêté l'allaitement, elle va reprendre son traitement. Quand vous avez un syndrome tumoral qui se manifeste, on peut à ce moment-là réaliser une IRM sans injection de produit de contraste, sans gadolinium. S'il n'y a rien du tout, on va surveiller. S'il y a quelque chose, on peut reprendre, même en cas de grossesse, parce que la grossesse, elle est déjà démarrée, ce fameux, bien sûr, agoniste dopaminergique. Bien sûr, quand vous avez un macroprolactinum, c'est à peu près le même raisonnement, mais bien sûr, on arrête toujours l'agoniste dopaminergique. Mais s'il y a un problème, on est obligé à ce moment-là de le reprendre. Pour conclure, hyperprolactinémie, vérifier le chiffre de prolactine, éliminer les causes évidentes, grossesse, hypothyroïdie, insuffisance rénale. Ne sautez pas directement sur « je vais aller faire une IRM hypophysaire ». Non, éliminez les causes les plus fréquentes d'abord. Si, bien sûr, il y a un problème, traitez la cause. On ne va pas aller donner un médicament alors que cette personne elle est en hypothyroïdie. Si, bien sûr, vous ne trouvez rien de cela, là, vous allez demander une IRM hypophysaire. Si votre IRM hypophysaire vous trouve un microadénome, vous allez le traiter médicalement. Si elle trouve un macroadénome, lui aussi, il faut traiter médicalement. Mais je l'ai dit tout à l'heure, méfiez-vous des tumeurs, bien sûr, des hyperprolactinémies de déconnexion. Attention, il se peut que ça soit un adénome qui sécrète autre chose, et cette ou ne sécrète rien, c'est-à-dire c'est un non-sécrétant, et cette hyperprolactinémie n'est que la cause de la compression de la tige. Et merci de votre attention. J'espère que c'est bon. Oui. J'ai tenu le temps. 5 minutes. 5 minutes de... C'est bon. Merci, Dr Tazi Atman, pour cette brillante et intéressante communication qui est parrainée par les laboratoires Pfizer. Et voilà, donc s'il y a des questions dans la salle. Merci. Je vais partir le micro. Bonsoir docteur, alors j'ai 2 petites questions. La première, vous avez parlé surtout d'hyperprolactinémies qui sont quand même supérieures à 100, à 200, que ce soit micro ou là macroadénome. Ma question, c'est parfois ce qu'on trouve dans la pratique quotidienne, c'est l'hyperprolactinémie quand même qui ne sont pas très augmentées. À 40, à 60, à 80, quand on donne le traitement, après que ça s'améliore, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on doit recontrôler combien, qu'est-ce qu'on donne, etc. Ma deuxième question,
c'est par rapport, en fait, il y a l'hyperprolactinémie qui donne la galactorée. Mais on trouve parfois des femmes infertiles avec une galactorée, mais avec une prolactine normale. Normal, oui. Alors, Oui. qu'est-ce qu'on Alors, je vais répondre à la deuxième, parce que j'aurai le temps de réfléchir à la première. La deuxième question, la deuxième. Oui, il y a l'ectasie des canaux galactophores qui peuvent donner une galactorée sans que ça soit en relation avec l'hypophyse. Là, il faut faire une exploration gynécologique du sein, échomammographie. S'il n'y a rien du tout, c'est des canaux galactophores qui se dilatent. C'est des femmes en général qui ont eu beaucoup d'enfants et qui ont, bien sûr, qui ont allaité leurs enfants, ou même sans enfants, c'est des inflammations au niveau des canaux galactophores qui peuvent donner ce type bien sûr, de symptomatologie. Alors maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, on ne traite, parce que vous avez dit on a des prolactines à 40, 50, 60 qu'on a traitées. Non, madame, on ne traite pas ces femmes-là par un agoniste dopaminergique. On cherche la cause de cette hyperprolactinémie. On ne donne l'agoniste dopaminergique que quand on a trouvé un adénome hypophysaire à prolactine, ou bien quand on veut inhiber ou arrêter une lactation. Quand vous avez une prolactine à 40-50, contrôlez-la dans un autre laboratoire. Je ne suis pas rentré dans les détails tout à l'heure parce qu'il y a la technique de dosage aujourd'hui qui s'est développée qu'on appelle la technique sandwich. La technique sandwich, c'est le dosage de la prolactine. Ce n'est pas le laboratoire s'est trompé, c'est que le kit de dosage, il y a des anticorps à l'intérieur, ils peuvent changer d'un kit à l'autre et donner des prolactines différentes d'un laboratoire à l'autre. Deuxième point, quand vous avez une hyperprolactinémie, une prolactine à 40-50, cherchez une cause médicamenteuse, cherchez un SOPK, cherchez une hypothyroïdie. Là, si vous ne trouvez rien, s'il n'y a pas de retentissement sur la fonction gonadotrope, on va rechercher une macroprolactinémie. Là, on va demander au laboratoire recherche de big et de big prolactine pour voir si l'hypophyse de cette femme ne sécrète pas de la prolactine grosse ou très grosse. Parce que là, on ne les reconnaît pas par les techniques de dosage classiques. Question ici. Je voulais uniquement ajouter une petite précision concernant les taux de prolactine qui peuvent être peu élevés alors qu'on a un macroadénome. Il ne s'agit pas toujours d'une déconnexion, on peut avoir l'effet crochet. Oui. C'était les diapositives qui sont passées dessus. Donc c'est une discordance, oui. Donc des taux qui ne sont pas du tout élevés, alors qu'on a vraiment un macroadénome. Donc là, il faut penser à l'effet crochet. C'est une erreur uniquement de dosage. Il faut refaire dans un autre laboratoire ou faire la méthode de dilution. Exactement. Sinon, concernant la question de l'hyperprolactinémie modérée, en fait, on traite des signes cliniques. Si la patiente consulte pour une hypofertilité ou une infertilité, si on a des taux de prolactine qui sont très bas, et très modérés, on peut éventuellement traiter, même si on n'a pas d'adénome hypophysaire. Pour l'aider à tomber enceinte. Exactement, oui. Parce que les nous, gynécos le font. Oui. Par contre, on ne va pas traiter des patientes qui présentent des microadénomes s'ils sont fertiles ou bien si elles sont ménopausées. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à donner de traitement, il n'y a pas de bénéfice sur la fertilité ou autre. Donc on recherche un bénéfice clinique. Et je vous remercie pour la présentation. Si je peux rajouter un point. Un micro est un micro. Un macro est un macro. Quand vous avez un macroadénome, c'est un macroadénome. Un microadénome est un microadénome. Mon message est très important. Quand vous avez un micro, il est micro, il restera micro. D'accord? Donc c'est important. C'est le message qu'elle a transmis. C'est-à-dire que maintenant, avec le développement de l'IRM, on commence à avoir des pico-adénomes à prolactine. Même des picots qui font 1 mm, 2 mm. C'est cela, s'il n'y a pas bien sûr, de retentissement sur la fonction gonadotrope, on peut juste tout simplement les surveiller.